Depuis les toits promenades du château vieux, le jardin français se compose du grand parterre, avec son axe perspectif matérialisé par l'avenue des Loges. Il porte l'emplacement du grand bassin. Le parterre en biais et son allée biaise assurent l'articulation entre ce parterre qui était un parterre de broderie et le jardin de la Dauphine, appelé aussi le jardin au gazon. L'ensemble de cette composition est régi par le belvédère de la Grande Terrasse. Le jardin français de Lenôtre à Saint-Germain-en-Laye s'articule autour de l'allée Dauphine, du belvédère et des deux terrasses qui constituent l'ossature du site en ralliant la ville au fleuve, le château et sa forêt. Le belvédère. C'est une grande place vide, faisant office de poste d'observation sur la vallée. Il résulte d'un emboîtement d'espace constitué par 4 cercles, dont les centres sont calés sur la largeur de l'allée Dauphine et celle de la petite terrasse, figurant une rosace à l'intérieur de laquelle s'inscrit une étoile à 5 branches. Le belvédère, pivot de la construction de l'ensemble des espaces, est perçu comme une halte, un point d'épanouissement dans la composition du jardin. L'allée Dauphine est à l'origine une allée forestière que Lenôtre a pris comme point de départ pour asseoir son projet. Par son nivellement en fossé, elle constitue une rupture de niveau entre les espaces décoratifs alentours où, sur fond de forêt vouée à la chasse, elle fait émerger les terrasses des parterres plantés. Aujourd'hui, l'allée Dauphine ne correspond plus au projet initial de Lenôtre et se voit décorée et plantée en son centre alors qu'elle était une allée sablée, limitée par un mur et un alignement d'arbres habillant la lisière de la forêt. Le parterre de Saint-Germain constitue l'assise du château. Il se décompose en 2 grands rectangles de styles d'écriture différents, le grand parterre et le parterre au gazon, traversés par l'allée François Ier, où s'articule un parterre en forme de triangle, le parterre en biais. Les éléments d'ornementation des parterres sont placés selon des tracés directeurs issus du pentagramme formé par l'étoile à 5 branches du belvédère, qui préside aussi au tracé des allées forestières débouchant sur l'allée Dauphine. Le grand parterre face au château
est comme une broderie végétale. Vient le parterre en biais qui est un bosquet. Puis le parterre au gazon, un espace en creux constitué par des pièces de gazon et des miroirs d'eau. Tout cet espace est encadré par des conifères en forme d'oriflamme et, en son centre, sur le parterre de gazon, quelques pommiers sont plantés sur les lignes des tracés provenant de l'étoile à 5 branches. Aujourd'hui, la marque de ces espaces est encore évidente, mais sans les jeux d'ornementation qui les caractérisaient. Les terrasses sont une construction d'un seul tenant qui passe par le belvédère. D'un côté du belvédère, la petite terrasse qui va au pavillon Henri IV. De l'autre côté, la grande terrasse qui s'achève sur un espace vide en forme d'octogone. Le parcours sur les terrasses se faisait alors en carrosse, d'où, par les fenêtres latérales, le panorama de la vallée de la Seine défilait. Aussi, en remontant la grande terrasse depuis l'octogone, surgissait au loin, en fond de décor, le pavillon Henri IV, comme semblant flotter sur un socle qui n'était autre que le belvédère. Des jeux optiques sont mis en place pour tromper le spectateur. Aujourd'hui, cette composition n'est plus entretenue. C'est par un jeu anamorphique, utilisé sur les hauteurs et les espacements dans l'alignement des arbres qui bordent la grande terrasse, que l'on peut restituer l'image que le nôtre souhaitait nous faire voir, à une distance et une hauteur donnée. Le décor qu'André Lenôtre a inventé pour Saint-Germain se développe sur tout le site, façonné pour devenir un plan de référence horizontal. Des limites du grand parterre à l'octogone, en passant par la terrasse du château, ce plan immense est générateur de perspectives rasantes aux limites lointaines. À cette appropriation du site, la conception de Lenôtre ajoute un travail fin sur les niveaux, pour obtenir des effets de profondeur ou de rapprochement des vues, révélation faite de surprise au fur et à mesure de son parcours. Seules les structures végétales, alignements d'arbres, palissades ou taupières, donnent la mesure des verticales et figent le décor en autant de points d'ancrage de l'architecture du jardin. Cet ordonnancement se lie aussi dans le positionnement des miroirs d'eau qui équilibrent géométriquement l'espace majeur au pied du château. Par contraste, une mouvance s'installe alors dans les espaces visités par le regard du spectateur. Qu'il soit observateur ou promeneur, en l'occurrence la personne royale invitée à entrer dans cette mise en scène unique pour y être l'acteur principal. L'espace s'anime, grâce au reflet du ciel dans les miroirs d'eau, grâce aussi à la vibration de la lumière. Filtrée par les palissades végétales ou occultée par les écrans verts, elle décline à travers le jardin,
tout un registre d'ombre nuancé, sans cesse réinventé par les variations du climat, des jours et des saisons. Elle met en évidence les espaces traités en creux, les rampes qui font basculer les vues et tous les éléments verticaux émergents, ce qui explique toute l'importance du choix de leur forme et de leurs proportions, ingénieusement calculées par le nôtre. Ces jeux d'ombre et de lumière humanisent le décor, pour lui conférer une dimension ludique. Avec la mise en perspective du point de fuite, le nôtre ouvre le jardin sur l'infini. Dieu, ou la raison, lui associant immédiatement une interprétation métaphysique. C'est dans cette maîtrise de la mise en scène des espaces que s'exprime une nouvelle dimension du jardin baroque, qui à Saint-Germain, après l'épisode de Vaux-le-Vicomte, prend le nom de jardin français, et que se révèle, pour une commande royale, le génie d'interprétation des lieux de l'architecte des jardins, André Le Nôtre.